Venez découvrir le goût du Tarn au travers de mes rencontres curieuses et gourmandes des producteurs du Tarn. C'est tout de suite votre émission Le goût du Tarn du côté de chez Fred sur Air d'Otan. Le Tarn est un pays riche de saveurs, riche de terroirs, de légumes, fruits, fromages, viandes, vignes, céréales, mais aussi de recettes, de bons petits plats qui mijotent, mais surtout d'histoires de vie, de parcours singuliers, de passion du métier. C'est en balade du côté de chez Fred, de chez moi, de chez vous donc, que nous nous retrouvons pour cette 19e émission du Goût du Tarn sur Air d'Otan, en partenariat avec la communauté de communes Tarnagou. C'est du côté de chez Fred que nous rencontrons Anaïs Wenzel, du GAEC d'Andarquier, du côté de Lavore. Bonjour à toi. Bonjour. Alors merci de nous recevoir en ce temps très frais et très pluvieux. Je suis désolé, j'ai pas amené le soleil. C'est pas grave, mais au moins j'ai du temps pour vous rencontrer. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le domaine, quelles sont les productions, sur combien d'hectares on est, et depuis quand tu fais ça ? Oui, bon, mais il n'y a pas de souci. Donc, je suis installée avec mon frère depuis janvier 2020. C'est une exploitation qui est familiale. Donc, en fait, jusqu'à maintenant, c'était mes grands-parents qui exploitaient. On a une surface totale de 20 hectares dans le centre-ville de Lavore, ou approximativement. Donc, en culture, je fais du maraîchage, principalement l'été. Des légumes de plein champ et de saison, bien entendu. Donc, on ne va pas me demander des tomates maintenant. Et après, je fais de la polyculture élevage. Donc, j'ai de la volaille, donc poulet, pintade, canette toute l'année, entière ou à la découpe. Et après, je fais des palmipèdes, donc du canard gras, d'octobre à mars. Et puis j'ai bien sûr les volailles de Noël pour fêter comme il se doit les fêtes. Et sur ces 20 hectares, il n'y a que du maraîchage ou il y a d'autres choses ? Non, alors on a 1,5 hectare de maraîchage et après le reste, ça va être soit des prairies ou alors de la culture, donc du maïs et du blé, afin de pouvoir gérer au mieux l'alimentation des volailles. D'accord. Et alors, cette installation, donc c'était janvier 2020, et auparavant, quel est ton parcours, quel est votre parcours, puisque tu es associé avec ton frère Guillaume, quel est votre parcours à tous les deux, et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes lancés dans cette aventure ? Alors, mon parcours à moi, je suis sortie en septembre 2019 de l'école, donc j'ai fait exclusivement de l'agricole, donc j'ai fait un bac technologique, STAV, en volaille, vu que j'avais déjà ce projet depuis toute petite. STAV, c'est quoi ? C'est Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant. Donc on va apprendre les différentes manières de cultiver la terre, les différentes façons et les différents animaux qu'on peut retrouver. Voilà, que j'ai fait dans un lycée agricole à Montauban, vu que je suis originaire de là-bas. Et après, donc, j'ai continué mes études. Je suis partie, par contre, en Vendée pour apprendre et approfondir la technique avicole. Vu qu'on sait qu'en Bretagne, il y a beaucoup de volailles. Donc ça, c'est mon parcours. Mon frère a été un parcours un peu plus compliqué. Donc, il a fait ici à Flamarens, à Lavore, un bac pro. APV, donc production végétale. Et après, il est parti sur Toulouse, il a essayé le BTS, mais c'était pas, ça lui convenait pas, donc il a arrêté. Et il est parti pendant 5 ans, il était en CDI dans une grosse exploitation, toujours à côté de Montauban, et il était là en grande culture, et après il faisait du porc et de la vache. D'accord. Voilà. Et donc c'est les grands-parents qui avaient une exploitation, tes parents, ils étaient dans le domaine ou pas ? Non, donc c'était mes grands-parents. Mes parents n'ont pas du tout cette main de l'agriculture. Ma mère est infirmière libérale, donc elle a jamais... voilà, si on prenait pas le flambeau, l'exploitation allait s'arrêter et ils allaient vendre la ferme.
Alors, qu'est-ce qui a fait que le fait que les parents ne faisant pas ça, qu'est-ce qui a fait quand même qu'il est resté cet attachement et cette envie de se former, d'aller là-dedans? Est-ce qu'il y a eu d'autres envies? Qu'est-ce qui a présidé à ce choix? Je crois que comme toutes les familles, quand les parents travaillent, on est amené à aller pendant les vacances chez les grands-parents. Et du fait qu'ils travaillaient à leur compte, c'était plus simple pour nous garder. Donc moi et ma sœur et mon frère. Donc du coup, depuis toute petite, on a baigné dans ce bain-là. J'avais 4 ou 5 ans que j'étais déjà sur le tracteur. L'été, on était dans la moissonneuse. Enfin voilà, on a appris avec cette culture-là et je pense que tout bonnement, on a choisi tous plus ou moins d'aller dans ce milieu-là. C'est resté, quoi. C'est resté ancré, le virus était implanté. C'est ça, le virus était bien là. D'accord. Donc tu as choisi de faire un parcours dans le but de reprendre l'exploitation ou c'était est-ce qu'il y avait déjà des volailles dans l'exploitation puisque tu t'es spécialisé là-dedans? Oui, alors il y avait déjà des volailles parce qu'ils sont passés depuis le 2002 en volailles. Après ça s'est diversifié avec la pratique de la découpe des volailles, de la vente directe. Mais oui, il y avait déjà les volailles. Parce que tu m'as dit qu'avant, c'était une exploitation avec bovins laits, c'est ça? C'est ça. Avant, c'était des bovins laits. Il y avait une quarantaine de vaches. Ils travaillaient toujours en vente directe. Donc, ma grand-mère partait tous les matins livrer le lait, faisait le porte-à-porte. Et on le sait tous qu'avec la crise du lait dans les années 2000, ça a été compliqué. Et ils ont choisi de changer leur production au lieu de faire faillite, comme certains ont pu le faire. Et est-ce qu'il y avait le maraîchage déjà ? Alors il y avait du maraîchage, mais pas de la même façon. Avant, ils faisaient que du melon en coopérative. Donc ils faisaient 4 ou 5 hectares de melon et ils le vendaient à bas prix. Et on le retrouvait dans les grandes surfaces. Donc, une fois les études sorties, le petit séjour en Vendée, est-ce que ça a été délicat, la transmission du flambeau, la transmission de l'exploitation pour vous deux? Quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Alors, les difficultés, comme beaucoup, ça a été les papiers d'abord. Donc, parce qu'il fallait que je gère, moi, donc, sur ma dernière année, en 2019, mes études en Vendée, et tout ce qui était papier, parce que ça se fait pas comme ça. Il faut presque 1 an et demi, 2 ans pour monter un GAEC en plus. Donc ça a été compliqué. Donc je gérais avec les mails, tout ça. Et puis après, la deuxième chose, ça a été la transmission. Parce que on a un certain âge d'écart avec mes grands-parents et on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes attentes. Donc ça a été assez compliqué aussi à ce niveau-là. Alors qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau? Qu'est-ce que vous avez conservé justement par rapport à ce qu'ils faisaient auparavant? Et qu'est-ce que vous avez voulu amener de neuf? Ce qu'on a voulu amener, ça va être une nouvelle façon de travailler les terres, par exemple. Moins de tracteurs. Au niveau du maraîchage... Avant, il y avait qu'une seule culture de tomates. Moi, quand je suis arrivée, j'ai dit c'est bien de diversifier. Donc maintenant, on est arrivé à 5 ou 6 variétés différentes pour amener un petit peu de couleur, un petit peu de formes différentes. Repartir sur des variétés un peu plus anciennes et qui, on avait peur, mais fonctionnent bien avec les clients. D'accord, parce qu'en légumes, là, il y a quoi comme... Il y a du melon encore, il y a de la tomate, il y a quoi d'autre? Alors, on travaille sur beaucoup de variétés différentes. Donc, le melon, la tomate, je vais avoir la pastèque aussi. Je vais avoir tout ce qui est concombre, cornichons, courgettes, les aubergines, les poivrons. Comme on dit, tout pour faire une bonne ratatouille l'été. Et puis après, je vais avoir les légumes d'intersaison, donc les courges, les potimarrons, voilà.
Euh, donc là, l'installation s'est faite en janvier. Donc comment s'est passée cette première année et demie? Alors, la première année a été assez compliquée du fait que les gens ne connaissaient pas. Enfin, on était quand même présents, mais on venait que pendant les vacances. Donc, certains clients, des anciens clients, ont eu peur qu'on change les habitudes. Donc, les 3 premiers mois ont été assez compliqués. On avait des clients qui venaient pas. D'un aspect de peur. Et puis après, arrivé mars, on a eu droit au confinement. Ouais. Donc là, on a eu beaucoup de nouveaux clients. J'avais monté un site internet, donc j'ai essayé de communiquer assez en disant qu'on restait ouvert, que je pouvais passer sur de la livraison à domicile, vu que les gens ne voulaient pas sortir. Donc j'ai essayé d'instaurer une nouvelle confiance avec des nouveaux clients. Et puis ça a bien fonctionné. Donc on est content. Et les anciens clients sont revenus ou... Oui, les anciens clients sont revenus le bouche à oreille toujours, dès qu'ils ont compris qu'on faisait pareil, qu'on avait toujours les mêmes marchandises, le même goût, la même qualité. Voilà, qu'on voulait pas s'agrandir trop vite parce que ça aussi ça peut faire. Donc voilà, il n'y a pas eu de soucis. C'est-à-dire s'agrandir trop vite, en quoi c'était une crainte? Et la crainte, c'est que quand on s'agrandit trop vite, on va changer la façon de nourrir les animaux. Donc, on va pouvoir altérer la qualité et le goût. Donc, vouloir faire grossir des volailles plus vite. Par exemple, nous, nos poulets, ils vont pas être. On va pouvoir commencer à les abattre dans notre abattoir, donc avec nos manières, au bout de 4 mois. Donc c'est des volailles qui ont un parcours, qui vont dehors, qui galopent toute la journée. Donc la viande ne s'enlève pas facilement de l'os, comme on dit. Oui, ça se déchiquette pas. Voilà, d'accord. Justement, par rapport à cette année et demie, quel regard tu jettes là-dessus? Quel sentiment tu as par rapport à ce petit parcours? Le sentiment, c'est un sentiment de réussite, je pense. On avait des doutes, vu qu'on passait quand même à 2 sur une exploitation, alors que mes grands-parents, il n'y avait que ma grand-mère qui exploitait, mon grand-père était déjà à la retraite. Donc, ouais, des doutes quand même au vu de la situation financière. On ne savait pas comment ça allait se passer. On est arrivé au mois de novembre avec un nouveau confinement, à un mois de Noël. On avait déjà toutes nos volailles, les coups de téléphone ne rentraient pas. Donc on s'est dit qu'on allait se retrouver avec pas mal de volailles sur le dos. Et puis en fin de compte, l'année s'est bien finie. Donc les clients étaient quand même au rendez-vous. On a pu fêter Noël. On a pu fêter Noël, donc nous les premiers. Mais oui, on a eu de grosses craintes quand on a vu la fin d'année arriver, comme beaucoup, je pense. Oui, certainement. Avant d'aller plus loin, on va faire une petite respiration musicale. On va écouter Emiliana Torini, To Be Free, pour Marie. On se retrouve de suite après sur Air d'Autun.
Goût du Tarn, du côté de chez Fred, sur Air d'Autan. Nous sommes toujours avec Anaïs du GAEC d'Andarquier sur Air d'Autan. Tu nous parlais de cette fin d'année qui avait été pleine de doutes et qui finalement avait pu bien se finir. Aujourd'hui, au niveau de la culture, comment ça se passe au niveau des volailles? Comment vous procédez? Comment vous les élevez? Tu m'as dit que les volailles avaient un parcours, etc. Quelle est la densité? Il y a des histoires de densité sur comment ça se passe. Explique-nous. Oui, alors nous, on n'a pas de label de qualité. On ne travaille pas avec une coopérative. On n'est pas bio non plus. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est élever au mieux les volailles, comme je dis. Moi, je mange mes volailles et j'ai pas envie d'être malade. Ouais. Donc, on fait en sorte que les animaux sont bien. On va pas mettre des antibiotiques, on va pas mettre des médicaments s'il n'y a pas besoin. Voilà. Donc nous, notre culture, c'est tout simplement, on rentre les volailles quand elles ont 1 mois. Donc 1 mois, on va les mettre en bâtiment. Donc on les garde d'abord pendant 3 semaines, 1 mois fermés. Parce qu'il faut qu'elles grossissent bien, il faut qu'elles prennent un bon démarrage. Et puis après, elles vont être sorties dehors toute la journée en libre service, comme on dit. Oui. Elles sont élevées avec de la farine, donc avec nos propres céréales. Et puis après, au bout de 4 mois, on va commencer à les abattre. Donc on a différents stades, on va avoir le petit coq-au-lait. On va avoir le petit coq-au-lait qui vont faire 1 kg, 1,2 kg pour des personnes seules ou des personnes âgées, jusqu'à la jolie poulette qui va faire 1,8 kg, 2 kg. Donc ça c'est pour nos volailles entières. Et après on va avoir les volailles découpées, là ça va être un peu plus joli. On va prendre des coqs qui vont faire 3 kg, 3 kg et demi. Donc on va se retrouver avec des belles pièces. Ah oui, c'est des beaux bestiaux. Oui, c'est des beaux bestiaux, oui. Mais au moins, on sait que la qualité est là et que le goût aussi est présent. Et donc, l'intérêt aussi des 20 hectares d'avoir des céréales, c'est d'être autonome au niveau de l'alimentation. Voilà, on arrive à être autonome au niveau de l'alimentation. Donc, des années, c'est un peu plus compliqué en fonction de comment se passe l'année. L'année dernière, par exemple, on a eu droit à la sécheresse en plein été. Donc, on a eu un petit peu moins de maïs qu'on espérait. Donc, cette année, avant la récolte, on va être obligé d'en acheter un petit peu. Mais ça, c'est les aléas de la vie. Oui, on n'y peut rien. L'agriculture, c'est avant tout les aléas climatiques. C'est ça. Oui. C'est ça. Donc, c'est pour ça que, dans un autre point de vue, on essaye de trouver des terres. On aimerait trouver 3 à 5 hectares de plus. Pour sécuriser tout ça. Voilà, pour sécuriser tout ça. Et puis au pire des cas, si on en a trop, on en revendrait un petit peu. Et au niveau de la culture des céréales, est-ce qu'il y a une attention particulière au niveau de la mécanisation, au niveau des traitements comment vous procédez? C'est quoi la philosophie? Alors la philosophie, c'est de mettre le moins possible et de mettre bien sûr que s'il y en a besoin. Donc, par exemple, cette année... quand on s'est installé, on a réussi à trouver 3 hectares à côté de la maison. Donc, au vu de la culture précédente, qui était du tournesol, que nous ne faisons pas, nous n'avons pas eu besoin de labourer le champ. Et on a mis beaucoup moins d'intrants que prévu. Au vu de l'herbe qui n'a pas poussé. Donc, on fait au feeling, comme on dit. Oui. Donc le principe, voilà, c'est d'en mettre le moins en moins d'intrants chimiques et de faire en sorte que ce soit le plus naturel possible. C'est ça. Donc mettre le moins possible, sans toutefois passer à l'aspect biologique, parce qu'on sait que ça a un coût en plus. Donc on a posé la question quand on s'est installé avec nos clients, et comme ils nous ont répondu... voilà, ça sert à rien de payer plus cher pour des produits que nous avons déjà. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas demandé le label bio. Et est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Alors il y a les normes, par exemple le HVE, la haute valeur environnementale, mais pour l'instant c'est le client qui, si le client demande, vous y accéderez?
Voilà, pourquoi pas, si on a de la clientèle qui le demande. Après, au vu de la situation géographique, on est juste en bord à gouttes, donc on a quand même des restrictions environnementales, étant donné qu'il ne faut pas qu'on rejette des substances dans la rivière. Donc on a quand même l'obligation de tenir par exemple un plan de fumure. Vu qu'on a du fumier de volaille, on a obligation de déterminer là où on le mettra avec les quantités. Donc on est quand même assez en avant et protégé par... D'accord. Ah oui, on ne peut pas rejeter n'importe quoi dans la goutte. Ouais. Donc, de ce fait, est-ce que justement la fumure, vous la réinjectez dans les champs? Comment ça se passe? Oui, alors on la réinjecte dans les champs. Après, il faut savoir qu'il y a des durées à respecter. On n'a pas le droit d'en mettre avant le mois de février. Donc on essaye de faire en sorte d'avoir les bons champs avec les bonnes cultures. On en met principalement sur les légumes, donc sur le maraîchage. C'est pour ça qu'ils sont aussi jolis. Et puis on essaye de faire attention au voisinage quand même, parce qu'on est à côté du centre-ville. Donc on a des voisins qui n'aiment pas forcément l'odeur aussi du fumier. Donc on essaye de prendre tout ça en compte pour améliorer la vie de tout le monde. Et oui, c'est vrai qu'on est tout près du centre-ville là, donc faut faire attention. Ensuite, au niveau des légumes, quels sont les principes de culture? Là, actuellement, vous travaillez sur quoi? Alors, en maraîchage, on n'utilise pas de produits. À part si, bien sûr, il y en a besoin. Par exemple, le désherbage, on va faire à la main. Donc, on va prendre le motoculteur, on va prendre la rotative. Donc, on utilise quand même un petit peu d'essence, mais vaut mieux ça que mettre des produits et altérer le goût et la qualité des produits. Et quels sont les principaux fléaux auxquels vous avez à faire face en maraîchage? Alors cette année, on a eu beaucoup de pucerons. Donc assez compliqué de gérer tout ça. Donc là, la pluie a fait du bien, parce que du moment que les feuilles sont mouillées, le puceron a du mal à rester. Donc c'est ce qu'on attendait. Et puis, comme tout le monde, on espère avoir des petites aides. Donc on est allé chercher des œufs de coccinelle qu'on a implantés dans nos artichauts, dans nos tomates. Donc... Et justement, parce qu'on en parle beaucoup, ça a une réelle efficacité, il n'y a pas de déperdition, c'est vraiment un auxiliaire efficace? Alors c'est un auxiliaire efficace quand on le met à temps. On a un petit peu tardé sur les artichauts. Après, ça ne fait pas de dégâts, forcément, ça va juste enlever la sève. Mais le problème, c'est que s'il y a trop de pucerons au niveau des têtes d'artichauts, c'est un produit qui est non vendable. Voilà. Donc, c'est le seul point négatif qu'on a. Mais comme je dis aux clients, j'ai dit, s'il y en a un ou deux, vaut mieux avoir ça plutôt que des produits. Au moins, on sait que c'est naturel. Oui, les clients sont très attentifs à la beauté du légume, le fait qu'il soit parfait, ou est-ce que les gens sont un peu moins regardants par rapport à ça? Non, ils vont être... Quand on vient à la ferme, on est un peu moins regardant. Par exemple, je vais avoir... en ce moment, j'ai les salades qui commencent. On va dire que c'est pas la bonne semaine, mais je leur préviens qu'il y a peut-être des limaces, des escargots, et que du coup, il y a quelques feuilles qui sont mangées. Mais comme ils me disent... c'est mieux ça que celle du supermarché et avec tous les traitements. Oui, voilà. Qui est très belle, mais voilà, c'est ça. Aujourd'hui, quelle est ta plus grande fierté à toi et à ton frère par rapport à ce que vous avez fait et où vous en êtes? Alors, notre plus grande fierté, c'est surtout quand les clients reviennent, qui ont le sourire et qui nous disent que les produits sont bons. Là, c'est qu'on est fiers de ce qu'on a fait, de pourquoi est-ce qu'on travaille, pourquoi est-ce qu'on se lève si tôt le matin. Donc voilà, ça va être notre fierté, c'est les clients.
Est-ce que tu t'attendais à cette charge de travail? Parce que les études, c'est une chose, mais quand on a la responsabilité d'une exploitation, bon, il y a quand même un stress supplémentaire. Et puis, bon, c'est pas un métier de tout repos quand même. Non, l'agriculture, c'est pas un métier facile. Surtout quand on reçoit du monde à la ferme, comme on dit. Donc il faut être un peu partout. Il faut pouvoir gérer le magasin et en même temps aller ramasser des légumes quand il n'y en a plus. Ou alors gérer un dimanche matin une fuite d'eau dans un des bâtiments et passer 3 heures à réparer. Donc voilà, c'est assez compliqué, mais après on le savait déjà. Donc on fait avec et on se lève des fois le matin avec moins d'envie, mais on y va quand même. Obligé. Donc votre installation, pas de regret, on est dans l'aventure, ça avance. Et qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui voudrait se lancer là-dedans, s'installer? Quel conseil bio de ta petite expérience, mais qui est quand même bien intense, quel conseil tu donnerais pour l'inciter et quels écueils éviter, quels problèmes on peut rencontrer? Alors ce que je conseillerais déjà, c'est de faire des stages ou à acquérir un petit peu d'expérience. Parce que moi, donc je suis sortie très rapidement de l'école et j'ai vite repris l'affaire. Pour une bonne raison, c'est que mes grands-parents arrivaient à l'âge de la retraite et que je n'ai pas eu le temps de faire des stages, de faire une année sabbatique, comme on dit. J'aurais bien aimé aller voir autre chose pour voir d'autres manières de travailler. Donc voilà. C'est pas parce qu'on est jeune et qu'on a envie de travailler qu'il faut se lancer de suite dans l'aventure. Vaut mieux assurer les bases, comme on dit. Avoir un peu d'expérience, parce que là, tu t'es jeté dans le bain de suite, quoi. C'est ça, je me suis jetée dans le bain. J'ai créé mon entreprise, j'avais que 21 ans. Donc, au bout d'un moment, ça peut faire peur. Et oui, et on le ressent après. Donc là, 1 an et demi, c'est peu. Mais on vit des choses incroyables, mais aussi des fois, c'est un peu compliqué. Par exemple, est-ce que tu as rencontré des problèmes auxquels tu t'attendais pas et comment tu y as fait face? Des problèmes, oui, on en a rencontré. Quand l'année dernière, par exemple, en plein mois de juillet, on a noyé la pompe, donc on s'est retrouvé 15 jours sans pouvoir arroser le maïs. Ça a été compliqué, mais on l'a fait. Arrivé en plein mois d'août, où c'est que les tomates grillent dans le champ. Donc on jette les 3/4 de la production, on se retrouve sans tomates. Donc c'est des choses qu'on n'avait pas forcément envie, mais on n'a pas le choix. On fait avec et on continue. Oui, on devient malgré soi un peu philosophe, parce que bon, là c'est le temps et on n'y peut rien. C'est ça, on n'y peut rien, donc on fait avec. On essaye d'expliquer aux clients pourquoi est-ce qu'on n'a plus de tomates, que ça va revenir, pourquoi est-ce que, je sais pas moi, les melons sont plus ou moins sucrés en fonction de la saison. C'est des choses qu'on explique et qu'on essaye d'expliquer. Donc, et puis les clients arrivent à comprendre, ou alors sont compréhensifs. C'est cet échange qui est très important avec les clients, d'expliquer, de faire comprendre, parce que justement, quand on ne connaît pas le métier, on ne sait pas pourquoi, on veut avoir les produits. C'est ça. On ne sait pas pourquoi et puis on se pose des questions et puis il y a des questions qui sont plus ou moins bêtes mais que sont intéressantes de poser quand même. Donc quand on a la réponse, c'est bien, et quand on n'a pas la réponse, on essaye de se renseigner. Est-ce que dans l'exploitation, vous avez mis en place des choses liées aux économies d'énergie ou à la production d'énergie Alors oui, donc on avait mis, il y a 5 ans à peu près, mes grands-parents avaient commencé le travail en mettant des panneaux photovoltaïques. Parce que, tout simplement, les animaux, la nuit, ont besoin de lumière, déjà, principalement. Et puis l'été, quand on arrose, ça a un coût pour tout le monde. Donc, faire venir l'eau, quand il pleut, c'est bien. Quand il pleut pas, il faut de l'énergie. Donc, une quinzaine de panneaux photovoltaïques ont été installés. Et puis nous,
d'ici les 2 ans à venir, on espère en mettre d'autres. D'accord. Petit exercice imposé avec un de tes produits, celui que tu aimes particulièrement. Avec quoi on peut l'associer à un autre produit qu'un confrère produirait dans le coin ? De là, je partirai, pourquoi pas, avec une jolie volaille à Noël. Par exemple, donc on partirait avec un chapon. On pourrait l'associer avec un de mes confrères avec des légumes, donc des champignons, des pommes de terre. Voilà, on peut retrouver ces produits donc chez un maraîcher, je sais pas parce qu'on n'est pas nombreux dans le coin, oui. Mais je sais que chez mon confrère au magasin de producteurs sur la route de Saint-Sulpice, il y a pas mal de légumes. Donc les saveurs gourmandes. Voilà, les saveurs gourmandes. On essaye de travailler ensemble et il me semble que l'hiver ils vont avoir voilà, les produits qu'il faut, des champignons et tout ce qui va bien. D'ailleurs question, pour l'avenir, est-ce que vous avez des projets particuliers ? Alors il y a ce projet d'extension, de trouver des terres un peu plus, d'avoir un peu plus de terres pour sécuriser les apports en céréales, mais est-ce qu'il y a d'autres projets ou est-ce que c'est un peu prématuré ? Il faut quand même se donner le temps de travailler, de s'installer. On fait des projets parce que sans projet, comme on dit, on n'avance pas. Ouais. Donc oui, on aimerait acheter ou louer, pourquoi pas, en fermage quelques hectares de plus pour pouvoir assurer la production. Après, on travaille aussi sur le renouvellement des bâtiments parce que le bien-être animal, les normes, c'est des choses actuelles et qui sont importantes pour la vie de nos volailles. Et puis après... pourquoi pas augmenter un peu plus le maraîchage avec de nouvelles variétés ou alors de nouveaux produits comme les légumes d'hiver qu'on commence à développer, mais c'est des légumes qui ont du mal à trouver preneur parce que, comme on dit, moi j'ai des clients d'été et j'ai des clients d'hiver. Je tenais à te remercier de m'avoir reçu chaleureusement, surtout en attendant la volaille du dimanche, la célèbre volaille du dimanche, une de tes volailles. Je te souhaite une très très bonne continuation et un bon courage pour la suite. Merci à toi. Merci bien et puis à bientôt, j'espère. Oui, à bientôt.